Un tracteur sur 5 vendu en France dans les années 1950 ne portait ni le nom Renault, ni Massey, ni Fiat, mais celui d'une petite ville de l'Aube que presque personne ne sait situer, Vendeuvre. Cette marque a fabriqué 30 000 tracteurs et reçu la visite d'un président. Vous allez découvrir 10 de ces tracteurs, mais la façon dont cette marque a disparu révèle quelque chose que peu de documentaires racontent. Restez jusqu'à la fin, bienvenue sur Tragrock. Vendeuvre-sur-Barse, petite commune du département de l'Aube, 1837. Jean-Baptiste Protte fonde un atelier de fabrication de petites batteuses. Personne, à cette époque, n'imagine que cet atelier deviendra un jour l'un des plus grands fabricants de tracteurs de France. L'histoire prend un tournant familial particulier quelques décennies plus tard. Deux industriels de la ville, messieurs Protte et Gigot, unissent leur fille et leur fils par le mariage, puis deviennent eux-mêmes associés en affaires. De cette union naît la société qui portera le nom de la ville elle-même, Vendeuvre. L'entreprise construit d'abord des locomobiles à vapeur de très bonne qualité à partir de 1863, puis se lance au tout début du XXe siècle dans les moteurs fixes à essence, au gaz pauvre et bientôt au diesel, principalement destinés à entraîner les batteuses des fermes françaises. En 1920, l'entreprise construit une nouvelle usine à Dieppe, en Normandie, choisie pour sa proximité avec le port et la gare, un emplacement idéal pour exporter vers l'Europe et les colonies françaises. Ce bâtiment moderne pour son époque, avec ses toits en dents de scie éclairant des ateliers spacieux, disposait même d'un réfectoire, de douches et d'un bureau de médecin, des équipements sociaux rares pour une usine de cette période. Cette usine dieppoise allait rapidement devenir le cœur battant de l'entreprise, complétant les installations historiques de Vendeuvre-sur-Barse dans l'Aube. Disposant d'un bureau d'études, de chaînes de montage complètes et de sa propre fonderie, le site normand permettait à l'entreprise de maîtriser l'intégralité de son processus de fabrication, depuis la coulée des pièces métalliques jusqu'à l'assemblage final du tracteur, une intégration verticale rare pour une entreprise de cette taille au milieu du XXe siècle. Cette double implantation, entre l'Aube berceau historique de la marque et la Normandie tournée vers l'exportation, allait structurer toute l'organisation industrielle de Vendeuvre jusqu'à sa disparition. La production de tracteurs proprement dite ne démarre véritablement à Dieppe qu'au début des années 1950, où se succéderont 6 séries distinctes, offrant des puissances allant de 14 à 65 chevaux, complétées par toute une gamme de petits moteurs de 1 à 6 chevaux destinés à des usages plus modestes. Cette diversité de puissance, disponible dès les premières années de production sérielle, allait devenir la marque de fabrique de Vendeuvre, une entreprise qui refusait obstinément de se limiter à un seul segment du marché agricole français. Mais c'est un choix technique fait en 1934 qui allait vraiment façonner l'avenir de la marque. Les ingénieurs de Vendeuvre, observant les moteurs à régime lent des bateaux et des péniches naviguant sur les canaux français, particulièrement économes en carburant, décident d'adapter cette même philosophie mécanique à leurs tracteurs. Les premiers moteurs diesel Vendeuvre sont ainsi montés sur des tracteurs à essence de série, avant qu'en 1937, l'entreprise ne produise son premier tracteur entièrement pensé pour le diesel. Le résultat concret pour l'agriculteur français ? Une autonomie largement supérieure à celle des tracteurs à essence américains, avec une économie de carburant atteignant 80%. C'est finalement en 1952, au Salon de la machine agricole de la Porte de Versailles à Paris, que Vendeuvre présente le tracteur qui marque officiellement le début de son aventure comme constructeur de tracteurs à part entière, le BB17, doté d'un moteur de 17 chevaux. Ce lancement s'appuyait déjà sur un réseau commercial impressionnant, 614 concessionnaires, solidement implantés dans toute la France, dans les colonies françaises et même à l'étranger. Ce réseau de distribution ne s'était pas construit du jour au lendemain. Il reposait sur des décennies de relations commerciales tissées grâce aux batteuses, aux locomobiles et aux moteurs fixes que Vendeuvre vendait déjà depuis le XIXe siècle à des générations d'agriculteurs français. Quand l'entreprise lance son premier vrai tracteur en 1952, elle ne part donc pas de zéro. Elle capitalise sur une confiance commerciale déjà bien établie, un atout considérable face à des concurrents qui devaient, eux, construire leur réseau de concessionnaires depuis le début. Au-delà des tracteurs eux-mêmes, Vendeuvre proposait d'ailleurs toute une gamme de produits complémentaires pour la ferme, de la batteuse au moteur fixe en passant par le moulin à farine, le pressoir et même la tondeuse, une diversification qui permettait à un même concessionnaire de répondre à presque tous les besoins mécaniques d'une exploitation agricole française. Avant de continuer, dites-moi en commentaire, connaissiez-vous la marque Vendeuvre avant de cliquer sur cette vidéo ?
Le succès du BB17 pousse Vendeuvre à développer rapidement toute une gamme dérivée, baptisée Super BB, fabriquée à Vendeuvre-sur-Barse de 1953 à 1957. Le modèle le plus documenté de cette famille, le Super BB 31, embarque un moteur de type Z1P et une transmission ZF à 9 à 5 vitesses avant, une mécanique robuste qui allait devenir la signature sonore de toute la marque. Ce qui distingue vraiment la gamme Super BB, c'est sa déclinaison spécifique pour les vignerons français. En novembre 1955, Vendeuvre présente une version étroite du Super BB équipée d'ailes plates plutôt que rondes, pensée spécifiquement pour circuler entre les rangs serrés des vignobles de Bourgogne, du Bordelais ou de Champagne. Cette adaptation n'avait rien d'anecdotique. Dans la France agricole des années 50, le vignoble représentait un marché considérable, avec des besoins radicalement différents de ceux d'une grande exploitation céréalière. Un tracteur trop large, incapable de se faufiler entre deux rangs de vignes sans arracher les ceps, était tout simplement invendable dans ces régions, quelle que soit la qualité de son moteur. Avant l'arrivée de tracteurs comme le Super BB Vigneron, les viticulteurs français dépendaient encore largement de la traction animale ou de motoculteurs bien plus limités en puissance. La possibilité de disposer d'un vrai tracteur, capable de tirer une charrue vigneronne complète tout en restant assez étroit pour ne pas endommager les plants, représentait un gain de productivité considérable pour ces exploitations souvent familiales, où chaque heure de travail manuel économisée comptait directement dans le revenu annuel du vigneron. Vendeuvre l'avait bien compris, et cette spécialisation viticole allait devenir, au fil des années, l'une des signatures commerciales les plus reconnaissables de la marque, bien au-delà de l'Aube et de la Normandie. Certains exemplaires de Super BB adoptaient même un montage d'ailes rondes, dans un style que les passionnés d'aujourd'hui surnomment affectueusement le style Renault, preuve que les échanges d'inspiration esthétique entre constructeurs concurrents français de cette époque n'étaient pas rares, malgré la rivalité commerciale féroce qui les opposait sur le terrain. Le Super BB participait aussi régulièrement aux concours de labour organisés dans les campagnes françaises, une tradition populaire où les agriculteurs venaient comparer, devant leurs voisins, la précision et la profondeur de l'arrêt tracés par leur charrue, souvent une crépin ou une talabotte attelée directement au tracteur. Aujourd'hui, un Super BB restauré reste l'un des tracteurs anciens les plus recherchés par les collectionneurs français, notamment ceux regroupés au sein de l'Amicale Vendeuvre, une association qui recense encore, plus de 70 ans après leur sortie d'usine, des centaines d'exemplaires survivants à travers tout le pays. Le processus de restauration d'un Super BB, tel que le décrivent aujourd'hui les passionnés qui s'y consacrent, révèle à quel point ces tracteurs, bien que robustes, exigent une attention méticuleuse après des décennies d'exploitation intensive. Rupture du support de culbuteur, fissures dans le bloc moteur causées par un gel ancien non détecté à l'achat, circuits électriques à refaire intégralement, durites et courroies à remplacer. Chaque restauration raconte sa propre histoire de patience et de débrouillardise, souvent menée par des propriétaires qui doivent eux-mêmes fabriquer ou adapter des pièces introuvables dans le commerce, faute de stock constructeur depuis la fermeture définitive de l'entreprise. Un cran au-dessus du Super BB dans la gamme Vendeuvre se trouvait le Super BM, présenté en octobre 1955 et déjà décliné, 2 ans plus tard, en version vigneron étroite pour les mêmes raisons que son petit frère. Le Super BM 57, l'un des exemplaires les mieux documentés aujourd'hui par les archives de l'Amicale Vendeuvre, montait un moteur Z2P55 refroidi à eau, couplé à la même transmission ZF A9 que le reste de la gamme. Ce tracteur a laissé une trace particulière dans la mémoire des concours de labour français. Une photographie conservée par les passionnés montre un Super BM en pleine compétition, attelé à une charrue crépin, disputant la précision de sa raie face à d'autres constructeurs devant un public de fermiers venus juger la qualité du travail. Ces concours, très populaires dans la France rurale des années 50, servaient autant de démonstrations commerciales que de véritables sports locaux, où la réputation d'un tracteur, et donc les ventes futures du concessionnaire local, se jouaient parfois sur quelques centimètres de régularité dans le sillon retourné. Ces événements attirèrent souvent plusieurs centaines de spectateurs venus des communes environnantes, transformant une simple démonstration technique en véritable fête villageoise. Les organisateurs, généralement des syndicats agricoles locaux ou des chambres d'agriculture départementales, invitaient plusieurs marques à s'affronter côte à côte sur la même parcelle, dans des conditions de sol identiques, garantissant ainsi une comparaison honnête entre les machines.
Pour Vendeuvre, remporter l'un de ces concours dans une région où la marque n'était pas encore solidement implantée représentait souvent le meilleur argument commercial possible, bien plus convaincant qu'une simple annonce publicitaire dans la presse agricole. La gamme Super BM se déclinait également en version refroidie par air, une alternative technique intéressante pour les régions où l'accès à l'eau pour le circuit de refroidissement posait problème, ou simplement pour réduire la maintenance liée au système de radiateur. Ce choix entre refroidissement à eau et à air, que l'on retrouve sur presque tous les modèles Super de Vendeuvre, montre à quel point l'entreprise cherchait à s'adapter aux réalités très diverses du terrain français, depuis les riches plaines de la Beauce jusqu'aux collines plus arides du Midi. Techniquement proche du Super BB mais offrant une puissance et un poids légèrement supérieurs, le Super BM occupait une place intermédiaire stratégique dans le catalogue, permettant aux 614 concessionnaires du réseau Vendeuvre de proposer une réponse précise à chaque taille d'exploitation agricole, sans jamais pousser un client vers une machine surdimensionnée, ni trop chère, ni trop encombrante pour son terrain. Cette stratégie de segmentation fine du marché, aujourd'hui banale dans l'industrie automobile et agricole, était encore relativement innovante dans la France des années 50, où beaucoup de constructeurs se contentaient d'un catalogue restreint à 2 ou 3 modèles. En multipliant les variantes intermédiaires comme le Super BM, Vendeuvre pariait sur la fidélité à long terme du client. Un jeune agriculteur qui achetait un Super BB modeste pour ses débuts pouvait, 10 ans plus tard, revenir chez le même concessionnaire pour un Super BM plus puissant, sans jamais avoir à chercher ailleurs une marque capable de suivre l'évolution de son exploitation. Ce lien de confiance entre concessionnaires et agriculteurs, entretenu génération après génération dans certaines familles rurales, explique aussi pourquoi tant de témoignages recueillis aujourd'hui par l'amicale Vendeuvre évoquent moins la fiche technique précise d'un modèle que le souvenir du garagiste local, celui qui connaissait chaque tracteur du village par son bruit de moteur avant même de l'avoir vu et qui savait réparer n'importe quelle panne sans avoir besoin d'ouvrir un manuel. 1953. Vendeuvre introduit le tracteur type DD, reconnaissable entre tous grâce à ses ailes en forme de papillon et son bouclier avant proéminent. Un détail esthétique qui donnait à la calandre une allure presque martiale, bien loin des lignes plus arrondies et discrètes du BB17. Ce choix stylistique n'était pas qu'une question d'apparence. Le bouclier avant protégeait efficacement le radiateur et les organes mécaniques sensibles lors des travaux en sous-bois ou en terrain accidenté, un argument de vente concret pour les agriculteurs travaillant des parcelles bordées de haies ou de talus. La gamme évolue rapidement vers le Super DD, disponible en plusieurs motorisations selon les besoins du client. Le Super DD 36, doté de 7 vitesses avant et 2 vitesses arrière, offrait déjà un étagement de rapport permettant d'adapter précisément la vitesse de travail à chaque type de sol et chaque outil attelé. Le Super D D40, équipé du même moteur Z2P55 que l'on retrouvait sur le Super BM, montait en gamme avec un moteur 3 cylindres refroidi à eau, capable de tirer des charrues plus larges sur les terres lourdes de la Beauce ou de la Brie. Le bouclier avant du Super DD méritait qu'on s'y attarde, car il ne s'agissait pas d'une simple pièce décorative. Sur les exploitations bordées de haies bocagères, typiques du paysage normand où Vendeuvre avait justement implanté son usine principale, les branches basses et les souches mal arrachées constituaient un danger permanent pour le radiateur et les canalisations exposées à l'avant d'un tracteur conventionnel. Ce bouclier renforcé, en absorbant les chocs avant qu'ils n'atteignent les organes vitaux du moteur, réduisait considérablement les visites imprévues au garage local, un argument que les concessionnaires normands et bretons ne manquaient jamais de mettre en avant auprès de leurs clients. Une version du Super DD adoptait également le refroidissement par air, suivant cette même logique de double motorisation qui traversait toute la gamme Vendeuvre de cette époque. Cette flexibilité technique, proposée systématiquement sur chaque famille de tracteurs, distinguait clairement Vendeuvre de concurrents qui se contentaient souvent d'une seule solution de refroidissement par gamme, forçant leurs clients à choisir un modèle différent s'ils avaient une préférence technique particulière. Le Super DD illustre parfaitement la stratégie commerciale de Vendeuvre au milieu des années 50. Plutôt que de miser sur un unique tracteur universel, l'entreprise préférait multiplier les variantes de puissance, de refroidissement et d'équipement, quitte à complexifier son catalogue pour s'assurer qu'aucun besoin agricole français, du petit maraîcher au grand céréalier, ne reste sans réponse commerciale adaptée. Cette approche reflétait aussi une réalité géographique propre à la France, un pays où les conditions agricoles varient considérablement d'une région à l'autre en l'espace de quelques centaines de kilomètres.
un tracteur pensé pour les grandes plaines céréalières du bassin parisien, ne répondait pas forcément aux mêmes exigences qu'une machine destinée aux terres plus vallonnées et morcelées du Massif central ou des contreforts pyrénéens. En proposant systématiquement plusieurs variantes de chaque modèle, Vendeuvre s'assurait que ses 614 concessionnaires, répartis sur tout le territoire, disposaient toujours d'une solution technique adaptée aux particularités locales de leur clientèle, plutôt que d'imposer un compromis unique pensé depuis un seul bureau d'études. Au sommet de la gamme Super trônait le Super GG, présenté en novembre 1954 puis décliné l'année suivante en version refroidie par air et par eau. Ce modèle, le plus imposant produit par Vendeuvre à cette période, s'adressait aux exploitations les plus vastes, celles qui labouraient plusieurs centaines d'hectares de terres céréalières et avaient besoin d'une puissance largement supérieure à celle des Super BB ou Super BM destinés aux vignerons et petits exploitants. C'est précisément à cette époque, en 1955, que Vendeuvre atteint le sommet absolu de sa puissance industrielle. Le bulletin d'information destiné aux 614 concessionnaires et agents de la marque, relatant l'activité du groupe pour cette année-là, fait état d'une cadence de production tout simplement record. Un tracteur sortait des chaînes de Vendeuvre-sur-Barse toutes les 19 minutes. Pour donner une idée de ce que représente ce rythme, il faut imaginer une usine où, entre le début et la fin d'une seule pause déjeuner d'un employé de bureau, 2 tracteurs complets, moteurs montés, peinture terminée, quittaient déjà la chaîne de montage. L'année précédente, en 1954, le président de la République française, René Coty, s'était même arrêté sur le stand des établissements Vendeuvre lors du Salon de l'agriculture de Paris, accueilli par messieurs Lancrenon et Pranger, respectivement directeurs de l'entreprise. Cette visite présidentielle, aujourd'hui presque totalement oubliée, témoigne à quel point Vendeuvre comptait, à l'époque, parmi les fleurons industriels que l'État français aimait montrer en exemple de la reconstruction économique du pays après la guerre. Ce contexte politique n'était pas anodin. La France du milieu des années 50 cherchait activement à démontrer sa capacité de reconstruction industrielle après les années noires de l'occupation, et l'agriculture, secteur encore largement sous-mécanisé, représentait un terrain de communication idéal pour le pouvoir en place. Une entreprise familiale, née dans un petit village de l'Aube, capable de produire un tracteur toutes les 19 minutes et de rivaliser avec les plus grands noms internationaux, incarnait exactement le récit de renouveau industriel que le gouvernement souhaitait mettre en avant auprès des Français, tout en rassurant les agriculteurs eux-mêmes sur la solidité du tissu industriel national censé les équiper pour les décennies à venir. Ce sommet industriel, aussi impressionnant fut-il, reposait cependant sur des fondations plus fragiles qu'il n'y paraissait. Financer une cadence de production aussi soutenue, moderniser en permanence l'outil industriel de Vendeuvre-sur-Barse et de Dieppe, développer simultanément une dizaine de familles de tracteurs différentes, tout cela exigeait des investissements considérables, financés en grande partie par l'endettement plutôt que par les seuls bénéfices commerciaux. Cette course à la croissance, typique de nombreuses entreprises industrielles françaises des Trente Glorieuses, allait bientôt rendre Vendeuvre particulièrement vulnérable à toute proposition de rapprochement capitalistique venue de l'étranger. Le Super GG, produit dans ce contexte d'expansion effrénée, symbolisait donc bien plus qu'un simple tracteur puissant. Il incarnait la confiance absolue d'une entreprise familiale normande et aubaine, persuadée que rien ne pourrait arrêter sa croissance. Si cette histoire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche. Il nous reste 5 tracteurs à découvrir et la suite de cette histoire va prendre un tournant que personne, au sommet de Vendeuvre en 1955, n'aurait pu imaginer. Mai 1959. Un document commercial interne, aujourd'hui conservé par les passionnés de l'amicale Vendeuvre, compare directement le tracteur Vendeuvre type B2B à son concurrent direct, le Renault type D16. Ce genre de comparatif, distribué aux concessionnaires pour les aider à argumenter face à un client hésitant entre les deux marques, en dit long sur l'intensité de la rivalité commerciale qui opposait alors les constructeurs français sur le terrain, tracteur contre tracteur, chiffre contre chiffre. Le B2B appartenait à une nouvelle génération de tracteurs Vendeuvre, plus légers et plus accessibles que les imposants Super GG, pensés pour concurrencer directement l'offre d'entrée de gamme de Renault, alors en pleine ascension sur le marché agricole français. Ce modèle allait devenir la base d'une famille entière, la série 500, qui comprenait aussi bien des versions standards que des versions vignerons étroites, du B2B jusqu'au BM, permettant à Vendeuvre de continuer sa stratégie habituelle de déclinaison maximale d'un même châssis de base. Le document comparatif de mai 1959 détaillait, point par point,
les avantages supposés du B2B face au D16 de Renault: consommation de carburant, couple moteur à bas régime, facilité d'entretien, prix d'achat et coût des pièces détachées. Ce genre d'argumentaire, rédigé par le service commercial de vendeuvre à destination exclusive de ses concessionnaires, ne devait jamais tomber entre les mains d'un client, mais servait plutôt de bréviaire de vente, permettant à chaque agent local de répondre du tac au tac à n'importe quelle objection soulevée par un agriculteur hésitant entre les deux marques. Cette bataille commerciale directe contre Renault, l'un des plus grands noms de l'industrie automobile française, montre à quel point Vendeuvre restait, à la fin des années 50, un concurrent que même les plus grands groupes industriels du pays devaient prendre au sérieux. Peu d'entreprises familiales, parties d'un atelier de batteuses fondé en 1837 dans un village de l'Aube, pouvaient se targuer d'exister sur le même plan comparatif qu'un géant comme Renault, dont les usines de Billancourt employaient déjà des dizaines de milliers de salariés. Mais cette comparaison de 1959 marque aussi, avec le recul de l'histoire, un moment charnière. Elle a été rédigée seulement 1 an après qu'un événement industriel majeur, dont nous reparlerons à la toute fin de cette liste, ait commencé à bouleverser en coulisses l'avenir même de la marque Vendeuvre. Le B2B, en apparence un simple tracteur d'entrée de gamme comme un autre, était donc, sans que personne ne le sache encore clairement à l'époque, l'un des derniers grands combats commerciaux menés par une entreprise encore pleinement française et pleinement indépendante. Il y a quelque chose de presque tragique, avec le recul, à lire aujourd'hui ce document commercial vieux de plus de 60 ans, rédigé avec toute l'assurance d'une entreprise convaincue de sa propre pérennité. Les rédacteurs de cette comparaison, quelque part dans les bureaux de Vendeuvre-sur-Barse ou de Dieppe, ne pouvaient évidemment pas savoir qu'ils argumentaient pour l'une des dernières fois en faveur d'un tracteur entièrement français face à un concurrent qui, lui, allait continuer d'exister sous son propre nom pendant encore des décennies, tandis que Vendeuvre s'apprêtait à disparaître du paysage industriel français. Dans la série 500, lancée entre 1958 et 1959, un modèle se distingue par sa simplicité presque radicale, le Bob 5 cents, aussi identifié sous la référence technique 26 Bob. Ce petit tracteur monte un moteur diesel monocylindrique vertical de 785 cm3, développant 14 chevaux à 2100 tours par minute, refroidi par air pulsé grâce à une soufflante axiale. Les passionnés qui restaurent aujourd'hui ces machines s'accordent sur un point précis. Le Bob possède une sonorité de fonctionnement immédiatement reconnaissable, typique de la mécanique Vendeuvre, un battement de moteur monocylindrique que les amateurs savent distinguer entre mille lors des rassemblements de tracteurs anciens. Cette signature sonore, loin d'être un simple détail, participe encore aujourd'hui à l'attachement quasi affectif que les collectionneurs éprouvent envers cette marque disparue. Sur le plan technique, le Bob embarquait un embrayage monodisque à sec de marque Ferrodo, une boîte de vitesses conçue sous licence de la firme allemande ZF, offrant 6 vitesses avant et 2 vitesses arrière grâce à un réducteur additionnel ainsi que des freins à tambour actionnés mécaniquement par 2 pédales jumelables. Une poulie de transmission, montée parallèlement au tracteur, permettait d'entraîner directement des machines fixes comme une pompe ou une scie circulaire, un usage encore très répandu dans les fermes françaises de la fin des années 50, où l'électrification complète des exploitations agricoles restait, dans bien des régions rurales, un objectif encore lointain. Il faut se rappeler qu'à cette époque, malgré les grands programmes nationaux d'électrification rurale lancés après la guerre, de nombreuses fermes isolées, notamment dans les zones de montagne ou les hameaux les plus reculés, ne disposaient encore d'aucun raccordement électrique fiable capable d'alimenter une machine industrielle. Dans ce contexte, la prise de force mécanique et la poulie d'entraînement d'un tracteur comme le Bob représentaient bien plus qu'un simple accessoire. Elles constituaient la seule source d'énergie mécanique disponible pour actionner une batteuse, une pompe à eau ou un moulin, transformant le tracteur en véritable centrale énergétique portable pour toute l'exploitation. Ce petit tracteur, modeste par sa puissance mais complet dans son équipement, résume à lui seul la philosophie industrielle de Vendeuvre, offrir à chaque agriculteur, même celui qui ne pouvait s'offrir qu'une machine d'entrée de gamme, un outil aussi complet et fiable que les modèles les plus chers du catalogue. Le Bob 500 n'a jamais fait la une des salons parisiens comme le Super GG, mais il a labouré silencieusement et fidèlement des milliers de petites parcelles à travers toute la France rurale. Encore aujourd'hui, lors des foires agricoles rétro qui se tiennent chaque année dans les régions rurales françaises, un Bob 500 restauré attire souvent une foule de curieux venus simplement l'écouter tourner avant même de s'intéresser à ses caractéristiques techniques.
Ce genre d'attachement sensoriel presque irrationnel à une mécanique vieille de près de 70 ans en dit long sur la place particulière qu'occupe encore Vendeuvre dans l'imaginaire collectif de ceux qui ont grandi près de ces tracteurs ou qui les ont découverts par la suite grâce à la passion transmise par une génération de collectionneurs. Alors que la série 500 continuait de se vendre à travers le réseau des 614 concessionnaires, Vendeuvre développait en parallèle une gamme distincte, la série BL, documentée par les archives de l'entreprise en 4 modèles principaux, le BL25, le BL30, le BL335 et le BL560. Cette numérotation, qui semble presque codée pour un œil non averti, suivait en réalité une logique de puissance et de poids croissant, permettant à un concessionnaire de proposer une gamme complète sans jamais dupliquer inutilement 2 modèles trop proches l'un de l'autre. La série B, elle, représentait, à sa manière, l'aboutissement technique de tout ce que Vendeuvre avait appris depuis le lancement du BB17 en 1952. Les moteurs diesel, affinés génération après génération depuis les premiers essais de 1934 inspirés des moteurs de péniche, atteignaient désormais un niveau de fiabilité et d'efficacité qui n'avait plus rien à envier aux meilleurs constructeurs européens. Les transmissions, souvent fabriquées sous licence de la firme allemande ZF, offraient un étagement de vitesse suffisamment fin pour s'adapter à presque tous les types de sols et de travaux agricoles rencontrés sur le territoire français. Cette diversité de modèles, aussi impressionnante soit-elle sur le papier, posait cependant un défi logistique et commercial considérable. Gérer un stock de pièces détachées pour une dizaine de familles de tracteurs différentes, chacune déclinée en plusieurs motorisations et plusieurs largeurs de voies, exigeait une organisation industrielle sans faille, tant à l'usine de Vendeuvre-sur-Barse qu'à celle de Dieppe. Un simple joint de culasse, une pièce d'embrayage ou un segment de piston devait exister en de multiples variantes, selon le modèle exact et l'année de fabrication, un casse-tête logistique qui obligeait les 614 concessionnaires à maintenir des stocks considérables ou à commander en urgence des pièces rares directement auprès de l'usine, retardant parfois de plusieurs semaines une réparation pourtant simple sur le papier. C'est précisément cette complexité, ironiquement, qui allait rendre l'entreprise plus vulnérable au moment où un acteur industriel étranger, bien plus puissant financièrement, allait chercher à s'implanter durablement sur le marché français. Aujourd'hui, retrouver un BL 560 complet et fonctionnel relève presque de l'exploit pour un collectionneur, tant la production de ce modèle haut de gamme, réservé aux plus grandes exploitations céréalières, resta toujours plus confidentielle que celle des tracteurs d'entrée de gamme, comme le Beob 500. La série BL n'a d'ailleurs jamais bénéficié de la même notoriété publique que les modèles super des années précédentes, en partie parce qu'elle est arrivée sur le marché à un moment où l'attention médiatique et commerciale de Vendeuvre commençait déjà à se disperser face aux premières tensions financières internes. Les archives commerciales de cette période, aujourd'hui minutieusement conservées et numérisées par l'amicale Vendeuvre, montrent une entreprise qui continuait malgré tout à innover et à proposer de nouveaux modèles, refusant jusqu'au bout de céder à la facilité d'un catalogue figé, même alors que son avenir capitalistique devenait chaque année plus incertain. Dernier grand représentant de la série 500 avant que la marque ne bascule définitivement sous contrôle étranger, la S500 occupait une position particulière dans le catalogue Vendeuvre de la toute fin des années 50. Moins documenté aujourd'hui que le B2B ou le BOB, ce modèle témoigne malgré tout de la volonté constante de l'entreprise de renouveler sa gamme, même alors que les nuages commençaient déjà à s'amonceler au-dessus de Vendeuvre-sur-Barse et de Dieppe. L'existence même d'une variante vigneron pour cette série, désignée ASV dans les catalogues et pièces détachées conservées par l'amicale Vendeuvre, confirme que jusqu'au bout, l'entreprise a continué d'investir dans sa spécialisation viticole, ce segment de marché si particulier qu'il avait déjà distingué avec les versions étroites du Super BB et du Super BM une décennie plus tôt. Cette continuité dans la stratégie produit, malgré les difficultés financières grandissantes que l'entreprise traversait alors, illustre la conviction profonde des dirigeants de Vendeuvre que leur savoir-faire spécifique dans les tracteurs de vigne restait une carte maîtresse face à une concurrence de plus en plus internationale. Il faut se rappeler qu'à cette époque, la fin des années 1950, le paysage agricole français vivait une transformation accélérée. La mécanisation, encore balbutiante 15 ans plus tôt au sortir de la guerre, devenait la norme dans la quasi-totalité des exploitations, grandes comme petites.
Cette croissance rapide du marché attirait logiquement l'attention de groupes industriels bien plus puissants que Vendeuvre, notamment américains, qui cherchaient des portes d'entrée rapides vers le marché agricole européen, plutôt que de construire patiemment leur propre réseau commercial depuis zéro comme Vendeuvre l'avait fait pendant plus d'un siècle. Cette dynamique n'était d'ailleurs pas propre à la France. Partout en Europe occidentale, des marques historiques de machinisme agricole, souvent nées comme vendeuvres d'un petit atelier familial du XIXe siècle, se retrouvaient confrontées au même dilemme. Investir massivement dans la recherche et le développement pour suivre le rythme de l'innovation américaine, ou accepter un rapprochement capitalistique avec un groupe étranger disposant des moyens financiers nécessaires. Beaucoup choisirent, comme Vendeuvre, la seconde option, souvent sans mesurer pleinement, sur le moment, à quel point cette décision signerait à terme la disparition pure et simple de leur nom. L'AS 5 Cents, tracteur solide et compétent mais déjà éclipsé dans les mémoires par ses cousins plus emblématiques, symbolise donc cette dernière génération de machines conçues par une entreprise encore maîtresse de son destin industriel, juste avant que ce destin ne lui échappe complètement. Les rares exemplaires d'AS 500 et d'AS Fait Vigneron qui subsistent aujourd'hui, dispersés entre collections privées et petits musées régionaux dédiés au machinisme agricole, portent souvent les traces visibles de décennies de travail acharné avant leur retraite bien méritée. Contrairement au modèle Super, plus documenté et plus fréquemment restauré à l'identique grâce à une abondante littérature commerciale d'époque, l'AS 5 Cents reste un territoire encore largement inexploré par les historiens amateurs de la marque, chaque nouvelle découverte de documentation d'archives apportant son lot de précisions inédites sur cette période charnière et méconnue de l'histoire de Vendeuvre. 1958, l'industriel américain Alice Chalmers rachète Vendeuvre. Sur le papier, l'opération ressemble à une simple prise de participation industrielle, courante dans un secteur agricole européen en pleine consolidation. Dans les faits, c'est le début de la fin d'une aventure familiale vieille de 121 ans. Voici ce que peu de documentaires racontent jusqu'au bout. Alice Chalmers n'a pas racheté Vendeuvre pour développer et perpétuer la marque française. L'entreprise américaine a profité de l'implantation déjà existante de Vendeuvre en France, de ses 614 concessionnaires, de son usine de Dieppe, de sa réputation solidement établie auprès des agriculteurs pour promouvoir progressivement ses propres machines, conçues aux États-Unis. La marque Vendeuvre a continué d'apparaître sur les tracteurs pendant quelques années encore, mais de plus en plus mêlée, puis remplacée par la marque Alice Chalmers avant de céder totalement la place. Une génération plus tard, les mêmes usines produiront des tracteurs sous l'étiquette Fiat Alice, dernier maillon d'une chaîne de rachat qui aura fini par effacer presque totalement le nom Vendeuvre de la mémoire collective française. Ce mécanisme, où un réseau commercial patiemment construit pendant des décennies sert finalement de cheval de Troie à des produits étrangers, s'est répété dans de nombreux secteurs de l'industrie française durant cette même période. Le savoir-faire technique, les brevets, l'outil industriel, tout cela pouvait théoriquement continuer d'exister sous une nouvelle bannière. Mais le nom lui-même, celui qui avait mis plus d'un siècle à se construire une réputation de confiance auprès de générations d'agriculteurs français, disparaissait presque toujours en premier, sacrifié sur l'autel de la cohérence commerciale internationale du nouveau propriétaire. Au total, l'entreprise aura fabriqué environ 30 000 tracteurs sous son propre nom, entre le lancement du BB-17 en 1952 et sa disparition progressive dans les années 60. L'usine de Dieppe elle-même ne fermera officiellement qu'en 1981, 23 ans après le rachat initial, marquant la toute fin de plus d'un siècle et demi de présence industrielle ininterrompue, depuis le petit atelier de batteuse de Jean-Baptiste Protte jusqu'au dernier tracteur sorti des chaînes normandes. Mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Le 1er juin 2018, soit près de 60 ans après le rachat par Alice Chalmers, la marque Vendeuvre a été déposée à nouveau, cette fois par une société baptisée 2SAP Road, preuve que ce nom continu, plus de 6 décennies après la disparition de l'entreprise originelle, a évoqué suffisamment de valeur et de nostalgie pour mériter d'être protégé juridiquement. Aujourd'hui, c'est surtout l'amicale Vendeuvre, association de passionnés fondée par d'anciens employés et leurs descendants, qui perpétue vraiment cette mémoire à travers des rassemblements comme celui du château de Vendeuvre-sur-Barse, où des tracteurs vieux de plus de 70 ans parcourent encore, chaque année, les routes de la forêt d'Orient. Un projet plus récent mérite également d'être mentionné. Au cours des années 2010, un homme du nom de Fabrice Deveau a entrepris, avec le soutien de la municipalité de Vendeuvre-sur-Barse,
la restauration complète de ce que les anciens employés surnommaient affectueusement la cathédrale, l'ancienne usine de montage des tracteurs vendœuvre dans l'Aube. Ce projet titanesque de réhabilitation d'un bâtiment industriel centenaire illustre à quel point, même après des décennies d'oubli relatif, le patrimoine matériel laissé par Vendeuvre continue de mobiliser des énergies locales bien au-delà du cercle restreint des collectionneurs de tracteurs. En avril 2013, un grand rassemblement réunissant les marques Vendeuvre et Alice Chalmers avait déjà attiré près de 5000 curieux sur la zone industrielle du parc du Talou, à Dieppe, preuve que la mémoire de cette double histoire industrielle, française puis américaine, reste vivace dans la région qui l'a vu naître. Dites-moi en commentaire quel tracteur Vendeuvre de cette liste vous a le plus marqué, et si vous connaissiez cette histoire avant aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne Tragrock et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires sur les marques oubliées qui ont pourtant façonné l'agriculture française. 10 tracteurs. 121 ans d'histoire industrielle, de 1837 à 1981. Une marque qui produisait un tracteur toutes les 19 minutes, aujourd'hui presque totalement oubliée. Abonnez-vous à Tragrock pour d'autres histoires comme celle-ci. À très vite pour la prochaine vidéo.